Je suis très honorée d'être ici. Merci Katia de m'avoir invitée. Et aussi, je pense que Coutinho a commencé sa vie de cinéaste ici. Et il n'avait pas l'argent pour venir faire l'IDEC ici. Et il a participé d'une émission à la télé qu'il devait répondre à une question sur un sujet qu'il a choisi. Et chaque fois qu'il gagnait un peu d'argent, il pouvait arrêter, quitter avec cette somme d'argent ou continuer pour la prochaine fois. Et il est allé jusqu'au moment où il avait l'argent pour venir en France, habiter et étudier ici. Son thème était Charlie Chaplin. Et donc il est venu, il a fait son premier film de 4 minutes ici en 1959. Et donc c'est une très longue carrière, trajectoire. Et bon, ces films que vous allez voir, il a tourné le film, mais il n'a pas pu monter. Et j'ai monté tout seul avec João Moreira Salles, qui était son producteur depuis l'année 2000. Et c'est ça. Après, je serai là pour raconter un peu l'histoire de ces processus de montage sans coaching. J'espère que vous aimez. Merci. Donc j'aimerais inviter la monteuse Jordana Berg ainsi que les réalisateurs Sandra Koguchi, Marie-Clémence Reich et César Reich. Et je pense que pour commencer, je pourrais demander à Jordana peut-être de nous parler un peu de cette première scène avec Coaching, raconter un peu comment ça s'est passé. Je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est moi qui parle avec lui. Et Coaching est très, très malheureux avec l'idée de faire un film avec des adolescents, comme vous avez vu. Et les 4 premiers jours, il n'était pas en forme, pas le coaching qu'on connaissait. Et le personnel, l'équipe m'appelait et me disait coaching, on n'est pas très bien, on ne sait pas quoi faire. Et le 4e jour, on m'a demandé de venir le voir au studio pour parler un peu avec lui. Et après la dernière entretien de séjour, la personne est sortie, la fille, et moi je suis entrée et je me suis assise dans la chaise où les interviewés étaient. Et on discutait quoi faire. Et à un moment, Coutinho a dit, écoute, ce que je veux faire, c'est que je vais m'asseoir sur cette chaise et demander, les jeunes vont s'asseoir dans la chaise du directeur et vont me poser des questions. Et moi, je lui ai dit, on fait ça maintenant, on change de place. Et donc, on a changé et c'est pour ça qu'il est à la place des jeunes. Et je crois qu'il savait que... j'ai laissé dans le montage le moment où il fait coupe à la fin pour montrer qu'il était très conscient que ça a été en train d'être tourné et que il n'était pas totalement inconscient. Il savait qu'il produisait un matériel pour son film. En dernier cas, ça serait une espèce d'information de « voyez, j'ai fait mon mieux ». Deu para compreender? J'ai fait de mon mieux. Quê? J'ai fait de mon mieux. Oui, je fais de mon mieux. Et je racontais à Katia quand j'étais derrière, dehors, que quand Coutinho a fait le film qui s'appelle Moscou, un ami à lui a dit, écoute, le film n'a pas marché, pourquoi tu ne t'assois pas dans une chaise devant la caméra et tu dis, le film n'a pas marché, c'est un échec,
Et après, tu mets ça dans le début de montage, et après, tu vois le film qui n'a pas marché. Et je crois qu'il avait dans sa tête cette idée de produire cette chose qui était prévue pour un autre film, de dire ça ne marche pas, ça n'a pas marché, mais ça a marché à la fin. Est-ce que le public veut réagir par rapport à ça? Des questions en lien avec ce commentaire? Bonsoir. Bonsoir. Il y a juste une chose que je ne comprends pas, c'est que le tournage s'est fait sur 5 jours et c'est au 4e jour qu'il y a ça, mais ce qu'on a vu là dans le film, c'est ce qui a été filmé le 4e et le 5e jour, ou il y a eu des choses entre le 1er et le 4e jour? Il y a eu, c'était 9 jours de tournage, 4 jours. Cette conversation avec moi, c'était la fin du 4e jour. Le prochain jour était les vacances, les congés, et encore 5 jours. La majorité des personnages qui sont dans le film font partie après le 4e, mais il y en a 2 personnages qui sont tournés avant. Compris? Les personnages, les 10 premiers personnages, vraiment ne marchaient pas très bien. Donc on a sauvé 2. Sandra voulait faire un commentaire aussi? Oui, j'ai pensé que personne n'allait rien dire, alors j'allais dire quelque chose, c'est pas super important, mais peut-être c'est important aussi, parce que cette histoire de film qui ne marche pas, Coaching était un peu connu pour être quelqu'un qui était toujours, très souvent, mécontent, qui se plaignait beaucoup, qui disait toujours il n'y a pas de film, il n'y a pas de film, et ça n'a pas marché. Et je crois que si on enlève le côté anecdotique, il y a un autre aspect qui est très, peut-être central dans sa méthode de travail, qui est l'idée d'être toujours sur le fil, toujours vraiment travailler dans le risque, dans l'inconnu, de ne pas avoir beaucoup de certitudes. Et bien sûr, c'est pas facile de travailler comme ça, il y a un stress qui fait partie de ça. Et l'idée de faire un film dont jusqu'au dernier moment tu n'es pas sûr, pas complètement sûr que tu as un film, et se laisser cette place-là, c'était une partie importante de sa démarche. Donc, mis à part le côté anecdotique, je crois que je voulais juste souligner ça. C'était bien coaché. Ouais, bon, et moi, j'ai parlé de ça avec João Moreira Salles, qui est le producteur du film, qui a terminé le film avec moi. Et il est d'accord avec moi que dans ce cas-là, dans ces films spécialement, Coutinho vraiment ne croyait pas. Il était très malade, il avait toujours l'idée de mort très proche de lui, mais dans ce cas-là, c'était vraiment, il avait sorti de l'hôpital, ça faisait pas très longtemps, où il était presque mort, et il ne savait vraiment pas, il ne voulait pas faire ce film, il voulait faire le film des enfants. Et donc, je crois que c'était un peu, cette conversation qui, dans le film, qui commence avec moi, dans le film, ça dure à peu près 5 minutes, ça dure en réalité 68 minutes. Donc, on a parlé de ça. Non, je lui disais, écoute, coaching, on sait que tu dis que ça ne marche pas. D'accord, ça va marcher. Et il a réagi très fort, ça. Et... Non, c'est juste pour continuer, mais peut-être tu peux expliquer encore mieux que moi. Mais c'est vrai que surtout dans les derniers films de coaching, ce qu'il faisait avec les gens qu'il filmait, c'était une sorte de performance. Un peu sur les fils, comme tu dis. Mais il disait toujours qu'il fallait être toujours au même niveau de la personne que tu interviews, que tu filmes. Et ça, c'était, enfin pour moi en tout cas, dans mon métier de faire des documentaires, c'est ce que je retiens le plus de coaching, c'est d'être au même niveau, ne pas être au-dessus de la personne qu'on filme. Donc, et ne porter jamais des jugements moraux. C'est-à-dire, ces réactions, c'était des réactions vraiment spontanées,
Et il n'était pas pour les politiquement corrects. Coaching n'était pas du tout, au contraire, il était même un peu provocateur. Je me souviens, une fois, il a montré le film Boca do Lixo à Beaubourg. Et alors les gens, c'est un film qui est tourné dans une grande décharge à Rio, à côté de Rio. Et alors on lui a demandé, mais quelles sont les raisons qui vous a poussé à aller plusieurs jours filmer là-bas? Et il a dit, j'adorais l'odeur. Donc il aimait bien provoquer un peu et casser un petit peu ces espèces de politiquement correct, enfin, et il réussit toujours, et là c'est un peu une preuve de ça, c'est un condensé de ça, il arrive à sortir de la personne une espèce de sincérité. Au Brésil, les gens aiment bien être filmés, on adore être filmé, on a toujours un discours prêt pour la Globo, mais avec coaching, il arrivait à passer cela, c'est-à-dire ce que les gens disent, c'est étonnant, enfin, on a une espèce de... Je crois que les gens aiment se confier à coaching, ils croient à cette sincérité, quoi. Et il y a un lieu commun sur coaching qui dit qu'il se vide pour recevoir la chose de l'autre. Et moi, je ne crois pas que c'est ça, je pense que c'est beaucoup ça. Et en fait, il avait une vie très compliquée, comme on a vu, comment c'est terminé. Et il ne savait pas, il était un très bon réalisateur, une très bonne personne, un très bon ami, mais il était un très mauvais vivant. Il ne savait pas trop. Et quand il était avec quelqu'un, il essayait comme s'il voulait apprendre. Et c'est comme Walter Salles a dit ça, et il demandait que la personne le sauve avec ses paroles, avec ses choses. Donc la personne sentait qu'il avait besoin d'elle et elle donnait. Donc je ne crois pas que c'est recevoir, c'est de dire comment tu fais, tu sais quand tu as un ami, comment tu fais avec ton copain, je veux aussi sortir avec quelqu'un. Et tu apprends avec ta copine. C'est un peu ça. Comment ça se fait pour vivre, pour avoir des enfants, pour aimer, pour laisser la femme qu'on n'aime plus, pour administrer la jalousie et tout ça. Toutes les questions de l'humain, comme ça. Mais il le faisait dans le cinéma. Ouais. Je pense que c'est ça le truc qui est incroyable. C'est coaching, son cinéma, c'était avant tout un dispositif c'est avec lui que j'ai appris ça aussi. Que le cinéma documentaire, c'est un dispositif, et là, c'est incroyable, parce que c'est un film sur lui. Je vous remercie d'ailleurs, Katia aussi, de nous amener ce film, c'est merveilleux. Mais c'était ça, c'était un dispositif, et moi, une chose que j'ai jamais oubliée, il disait, mais moi, les personnages des films, je veux plus jamais rien avoir à faire avec eux. Je les filme là, não quero mais saber deles. C'était alors que nous on a gardé des relations avec nos personnages. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que nous on fait des repérages, on prépare les films, et lui plus il avançait, moins il voulait faire cette partie-là. Il avait un groupe, je crois, des assistants qui allaient faire une espèce d'enquête, un petit questionnaire à répondre. Il savait superficiellement quelque chose des personnages, mais il voulait tout découvrir, et il voulait, ce qu'il dit Sandra, c'est-à-dire être sur le fil. Je parle des performances parce que il m'a dit un jour qu'il aimait jamais autant quelqu'un que quand il était en train d'interviewer quelqu'un. C'est-à-dire, je crois qu'à ce moment-là, c'est cette écoute très intense et très sincère qui fait que la personne qui est interviewée finit par très vite rentrer. N'est-ce pas? Non. Je voulais rajouter, parce que je pense, et c'est même, on peut avoir une conversation intéressante par rapport à ça, je vais me tourner un peu comme ça aussi, avec Jordan, parce que c'est pas un hasard qu'elle soit aussi la monteuse, parce que, alors, par rapport à cette idée d'être sur le même plan, pour moi aussi c'est l'apprentissage central, qui est le travail de coaching pour moi, c'est de comprendre que en fait, quand tu tournes, on sait très bien, il y a une relation de pouvoir, et il avait trouvé un système pour travailler avec ça qui était vraiment, il se mettait au même plan que les gens avec qui il parlait. Donc
Et c'était tout un système assez complexe pour faire que ça puisse, comme tu l'as dit, il allait rencontrer les gens vraiment pour la première fois au moment de les interviewer. Il n'interviewait pas les gens connus parce qu'il fallait que ces questions soient des vraies questions, qu'il ait vraiment envie de les poser. En même temps, il disait aussi que les gens connus, les gens pas connus n'ont rien à perdre. Donc, il disait aussi que c'était mieux les femmes parce qu'elles n'avaient pas honte de pleurer. Enfin, il y avait toute une pensée sur la dynamique de la conversation qui permettait cette égalité. Alors, c'est toujours beaucoup plus facile d'être intelligent quand on est sur le banc de montage. Quand on a le temps, quand il y a l'air conditionné, et dans la chaleur de la conversation, le fait, il était au même endroit parce que pour lui, s'il ne disait pas les choses à ce moment-là, il ne les disait pas après. Il ne reconstruisait pas la conversation et ne se créait pas pour lui-même une place de pouvoir. Donc normalement, le réalisateur, il a un pouvoir et c'est beaucoup plus facile d'exercer ça après. Mais lui, il ne s'autorisait pas ça. En pensant à tout ça, on a beaucoup travaillé en parallèle dans le même... on était dans 2 salles à côté et je me souviens de penser, si c'est ça, qu'est-ce que c'est le montage alors? Tu vois, parce que il ne s'agissait pas de reconstruire un discours. Il s'agissait de créer des relations entre les gens. Et donc, je pense peut-être c'est intéressant que tu parles un peu de ça. Créer des relations entre les gens. Normalement, quand on monte... mais par exemple, il avait une chose qu'il disait que quand on était en train de monter, parce que ces films sont plutôt cellulaires. C'est pas une histoire qui avance en temps qui passe et qui va aboutir à une histoire. C'est des cellules qui sont agroupées. Et quand on était en train en ce moment de montage, on a monté les cellules des personnages, comment on va organiser ça? Et il disait une phrase que j'adore, il disait « Personne n'est conséquence des personnes ». Donc on ne fait pas une chose que la prochaine va répondre, améliorer, empirer, enfin, va continuer, chacun a son discours et c'est fini. Et une chose que tu m'as dit que je me souviens, quand on était en train de monter un autre film qui s'appelle en français Jeu de scène. Jeu de scène. En anglais c'est Play. Et je lui ai dit écoute, continue après ce film, c'est ce que avec des femmes. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec des hommes? Un autre jeu de scène version homme. Et il disait, non, ça m'intéresse les choses que je ne connais pas. Je suis homme, je sais comment ça fonctionne. C'est pour ça que je vais voir les ordures, les gens qui travaillent avec les ordures, parce que moi, je ne travaille pas. Par rapport à la question de pouvoir, et il était dans le même niveau, mais il ne voulait pas se passer comme un des autres. Il ne voulait pas que, non, je suis aussi pauvre, je suis aussi non, je suis un homme blanc, les yeux bleus, riche par rapport à ces personnages. Je suis différent et quand même, je peux écouter ça. Et par rapport à ce que tu as dit, qu'il ne voulait pas écouter une deuxième fois, en fait, ce n'est pas qu'il ne voulait pas écouter, il voulait que la personne ne raconte pas une deuxième fois, parce qu'il connaissait l'histoire suffisamment, et la personne ne le connaissait pas, donc elle ne savait pas qu'il connaissait son histoire, parce que c'était un vieux, un grand-père, comme ça, un prêtre, un peu. Et donc elle pouvait raconter ça la première fois. C'est plutôt elle qui était la première fois dans la scène. Excusez-moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de savoir quel était le mode de casting.
Le casting, c'était comme ça. Il avait 3 ou 4 rechercheurs, on dit chercheurs, qui, des gens qui faisaient de la recherche pour lui. Et la forme de choisir ces gens pour les recherches, c'était à peu près toujours les mêmes. Mais il disait, je veux des gens qui soient délicats, sensibles, polis, pour qu'elle prépare le terrain quand je viens, elle aura eu cette petite expérience avec les chercheurs. Donc, il filmait avec une petite caméra domestique et on montait des personnages comme ça, très bruts, et il regardait dans le DVD. Et moi, parfois, je regardais avec lui, on choisissait les personnages. Ça, c'est bon, ça, c'est une histoire intéressante. Ça a une mine très bonne, très bizarre, très intéressant. Ça, c'est très sensible. Ça, j'aime parce que j'aime et c'est bon. Et donc, c'était comme ça. Normalement, c'était un choix entre 100 et 150 personnes pour avoir 40 dans le tournage, pour avoir 20, 15, 25 dans le montage final. Répondu. J'ai une question aussi. Je voudrais savoir l'idée de mettre la petite fille, de faire l'entretien avec la petite fille, elle était avant la crise ou après sa crise? Comment elle a surgi? Cette fille, ce qui se passait, qu'il était vraiment malheureux. Et après ce 4e jour avec moi, le prochain jour, c'était son jour de vacances, de congé. Il est allé chez moi, dans ma régie, et on a vu le matériel qu'il a fait. Et on était en train de parler quoi faire, et moi je lui ai dit, écoute coaching, tu ne peux pas t'arrêter. Tu as une équipe, c'est tout payé, les studios est payé, il faut marcher. Ce qu'on peut faire, on peut trouver quelques enfants. À la fin du tournage, le dernier jour, on fait un essai avec d'autres 3, 4 enfants, pour que tu aies la sensation pour voir si c'est vraiment ce que tu veux. Et donc, il y a eu 7 filles et un autre garçon qui était l'ami de mon fils. Mais il avait 10 ans, il était déjà trop conscient, trop intelligent. Donc, il a performé too much. Et cette fille qui avait 6 ans, elle est la nièce, la nièce de la productrice. Et on a fait, le dernier jour, après tout le monde, on a fait ces personnages, ces tests. Et ça n'allait entrer dans le montage final. Ça n'a même pas été transcrit, parce que coaching travaillait avec l'interview écrite. Quelqu'un venait, écoutait et passait tout au papier. Pour moi, c'était déjà le digital, et pour lui, c'était le papier, les cahiers, comme ça, imprimés. Et il n'a même pas demandé de transcrire les enfants et la conversation avec moi. Donc, c'était pas dans le projet de mettre la fille et la conversation. Ça, c'est moi et Joan qu'on a décidé de faire ça après sa mort. Et le film, il avait déjà commencé à être monté avant sa mort? Ce film a été tourné début novembre 1993. Et c'était toujours comme ça. On avait un temps où il faisait la transcription. 2013. Qu'est-ce que j'ai dit? 2013, oui. Et donc tourné en novembre 2013. Novembre 2013. Et on attendait que les gens faisaient la transcription. Et on était prévu de commencer le montage
février 17 et il est mort le 2 février. Une semaine avant de sa mort, j'étais en train de voir, j'ai vu 10 personnages, parce qu'on faisait toujours comme ça, chaque personnage que je voyais, je l'appelais au téléphone, on discutait, ah, ce personnage, elle a dit ça, non, ça marche pas, ça marche. Donc on a décidé et on a discuté un peu, mais pas monté. J'ai reçu ces cahiers marqués avec les choses qu'il aimait, même des personnages qui pourraient ne pas être dans le montage final, mais qui, au premier passage, il faisait des marcations, des notes. Et j'avais reçu ça, on a discuté. Et une chose intéressante, après la conversation, la première fille, ça commence, il dit, j'ai fait un film, que ça ne va pas marcher, tout ça. Et il avait fait comme ça, il ne voulait pas. Et je lui ai appelé et dit, écoute Coutinho, normalement tes films ont une chose qui s'appelle la règle du jeu. Dans tous ces films, une espèce d'explication de ce qui va se passer. Et dans ces films-là, tu n'as pas la règle, parce que tu ne vas pas mettre un offre qui dit sur la porte, je fais un film avec les adolescents, parce que c'était un peu évident. Donc, je dis, ça que tu as coupé, que tu dis que ça n'a pas marché, là, je fais un film avec les adolescents, ça c'est une bonne forme de faire une règle du jeu. Et il dit, d'accord, si tu penses que ça va. Et après, on a réussi à laisser ça comme après la conversation initiale. C'est la règle. Des fois, il y avait cette discussion, est-ce que c'est cinématographique de faire des films où il n'y a que des gens qui parlent? Est-ce que c'est du cinéma? Et en fait, c'était du cinéma, pour moi, le dispositif de travail essentiel qui traverse les différents films, c'est pour moi comme un film d'action, finalement, parce que c'est un dispositif qui permet de retrouver la tension dramatique absolue au moment du tournage, qui est finalement ce qu'on cherche de différentes façons quand on fait des films. Qu'est-ce que c'est la tension dramatique? C'est de créer des situations où on ne sait pas ce qui va se passer, et puis quand ça se passe, c'est comme une évidence. Et toutes ces pensées qui étaient de poser des vraies questions qu'il avait vraiment envie de poser, de ne pas savoir si ça allait marcher ou pas, d'être vraiment dans le même risque que son interviewé, permettait ça. Et c'est comme si c'était une recherche de la parole absolue. Et les enfants sont un peu ça aussi, c'est-à-dire que les enfants ont un sens de la parole qui est un peu absolu, qui n'est pas contrôlé. Et je pense qu'il y a une image qui est restée pour moi comme un symbole de cette égalité-là. C'est quand il est mort. Le jour où c'était son l'enterrement, quand on a le corps, les funérailles, il y a une scène incroyable, une longue queue s'est formée de tous ces personnages. Les gens de différents films sont venus, ils ont fait la queue, et ils venaient un par un, comme ça, parler avec lui. Pas parler de façon solennelle, mais parler, une conversation. Il le touchait, venait lui dire au revoir dans une situation d'égalité qui était pour moi comme un symbole très clair que tout ça avait marché. Donc nous avons une question ici devant. Juste une question, vous avez fait un suivi, vous avez une idée de ceux qui sont devenus les ados qui ont été interviewés, qui rentraient en fac et qui avaient... Je sais une chose qui est un peu triste. Le mec qui voulait être médecin, qui est arrogant et tout ça, il n'a pas passé. Il n'a pas réussi à entrer. Parce que j'ai suivi pour savoir ce qu'il passait. Et une chose intéressante, c'est que le garçon qui dit le silence, il était dans comment je disais, le vernissage, la première du film.
Et il ne se rendait pas, avant quand il était en train de tourner, il ne se rendait pas compte qu'il était risible, dérisoire. Les gens riaient dans la salle. Je n'étais pas ça dans la salle ici, mais au Brésil, les gens riaient beaucoup. Et après, à la fin de la séance, il est venu à l'assistante réalisatrice. Il a demandé: est-ce que j'étais ridicule? Et c'était une question de se voir dans une situation. Et João Moreira Salles, son producteur, lui a écrit une très belle lettre en disant de son importance pour le cinéma d'avoir donné cette interview. Inattendu. Inattendu. Ouais. Et une autre chose que je voulais dire, c'est que moi, je parle de l'abîme avec lui. Et je dis à un moment, écoute, peut-être la seule possibilité de parler, c'est l'abîme même. De ne pas s'enfuir de l'abîme et de tomber, plonger. Mais quand j'ai dit ça, je pensais que l'abîme, c'était Coutinho, un vieux bonhomme qui n'accompagne pas le cellulaire, le Facebook et tout ça. Et après, en réfléchissant sur ça, j'ai pensé que l'abîme, c'était bien au contraire, parce que Coutinho était beaucoup avancé, oui. La plupart des gens ici sont évangélistes. Et Coutinho vient d'une époque, années 60, et il est beaucoup loin, et l'abîme, c'est bien au contraire. Peut-être il parlait de ça aussi. Une autre chose qui est intéressante, c'est le titre du film, que Coutinho a donné un nom. C'est nom du film, Dernière Conversation, c'est un nom qui est venu après sa mort. Et le nom du film était Palavra, qui ça veut dire mot. Et j'avais des documents de Coutinho, parfois c'était mots et parfois c'était des mots, pluriel et singulier. Et on a décidé que ce n'était pas un bon titre pour le film, parce que la parole, les mots n'étaient la chose la plus importante ici. Et le film a resté avec un nom que j'ai proposé et que j'ai tiré d'une phrase que lui a dit avec moi, qui c'était « Je peux donner que mes yeux. Je peux donner que mes yeux. » Mais c'était trop un télo, trop chic. Et on a décidé, on va respecter un peu Coutinho et être le plus concret possible. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ces dernières conversations, c'est ça le nom. Et donc c'est devenu comme ça. Et par rapport à ces concrets aussi, et par rapport au procès, je n'ai pas raconté ça, je pense que c'est intéressant. On a fait un montage, quand il était mort, João m'a demandé, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bon, il faut monter ces films. Coutinho appartient à tout le monde. Il n'appartient pas seulement à moi et toi, qu'on va voir les roches, les matériels. Il faut monter ça. Donc, j'ai monté le film pendant 5 mois. Et je croyais que je le connaissais si bien que je pouvais monter à sa place. Oui, à ça, que je pouvais... Comme s'il était là. Comme s'il était là. Il est allé en voyage, il reviendra, je fais comme... Et quand le film était prêt, on a dit, bon, c'est prêt. On s'est regardé, on dit, c'est pas juste, c'est pas correct. C'est pas le bon film à faire. On ne peut pas... faire un film à place de quelqu'un d'autre. Ce qu'on peut faire, c'est un film à nous avec le matériel tourné par Coutinho. Mais c'est très clair dans les génériques. Oui, c'est ça que j'ai fait. J'ai proposé de faire un générique initial au début qui raconte un peu ça. C'était pas un générique parce qu'il n'y a pas le générique
caméraman, de son. Il y a, c'est un générique narratif, on dirait, qui dit Coutinho a filmé, Jordana a monté, João a donné son mot final. Donc, finalisé, oui, avec l'autorité d'un directeur, d'un réalisateur. Donc, on a recommencé le montage à zéro et on a décidé que pour faire un film, si on voulait vraiment être fidèle à Coutinho, il fallait mettre dans le film les processus d'une certaine façon. Et pas les processus liés à sa mort, mais liés au processus de faire un film, d'être là, d'être la même auteur. Donc, j'ai tout regardé, j'ai cherché d'autres choses parce que j'étais bien foquée dans la première montage qu'on appelait psychographie, que ça venait comme de l'esprit de Coutinho. Maintenant, je cherchais, et dans la psychographie, c'était les histoires des gens qui racontaient la merde. Et après, je cherchais le processus un peu. On avait un matériel de making-of, de tournage avec une petite caméra, et avec lui, qui était très joli, des images de lui, parce qu'il est très photogénique. Et on a décidé que ça était très fétichiste, de montrer Coutinho qui fume avec un contre-lumière, comme ça, et il écoutait la musique, etc. On a tout enlevé et on a laissé qu'un Coutinho on voit les mains, on voit les pieds, on le voit bien. On voit la fumée. La fumée. On voit au début et à la fin avec la fille qui touche la main, tout ça. Et on croyait que ne pas le voir tout le temps maintenait ça plus fort comme ça. La présence était là sans que ce soit... Ouais. Très beau portrait de Coutinho. Pour moi, c'est un film, c'est un magnifique portrait de Coutinho, justement parce qu'il est tout en creux et que du coup, on est très très proche de lui. C'est comme quelqu'un que tu as au téléphone. C'est une intimité très très proche. Ouais. Tu vois, c'est du même ordre. C'est vraiment bravo. Mais je voulais juste, tu as dit un petit peu au début, je ne sais pas si tout le monde a bien compris, qu'en fait la première fois que Coutinho est venu en France, c'est parce qu'il a gagné un concours d'un jeu télévisé où il a répondu des questions sur plein de choses, enfin sur Chaplin à la fin, Charles Chaplin. Et donc c'est comme ça qu'il est venu, ça date de 57. C'est 57, donc à l'époque c'était l'IDEC, qui aujourd'hui s'appelle la FEMIS, la grande école de cinéma. Et donc il a fait ça, mais c'était très intéressant parce qu'il est assez anti-FEMIS et IDEC aussi, enfin il est assez anti-académique aussi dans ses discours, quoi. Mais il a quand même fait cette école de cinéma. Et il a fait une spécialisation en montage. Il est un très bon monteur. Donc malheureusement, on n'a le temps que pour une dernière question. Quelqu'un veut se lancer? Dernière question. Dernière conversation, c'est déjà trop.